Alors, bonjour à tous et bienvenue. Ce soir, nous allons accueillir Alexandra Decoq pour parler d'une thématique que moi j'entends régulièrement depuis quelques années, mais en tout cas que je ne connais pas très bien. C'est le transgénérationnel. Donc, je vois que Alexandra est là. Hop, voilà. Et donc, ce soir, on va parler des mémoires transgénérationnelles et comment on peut s'en libérer. Bonsoir Alexandra, comment ça va? Ça va très bien, avec un petit rayon de soleil qui Ouais. arrive à cette heure-ci, donc c'est chouette. Bon, bah super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, tu vas nous parler d'une thématique précieuse, en tout cas, dans notre recherche d'équilibre, tous, finalement, et qu'on ignore bien souvent, en tout cas la plupart d'entre nous. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez poser vos questions, hein, on est en direct, vous pouvez poser vos questions dans le chat, hein, évidemment. D'ailleurs, si vous pouvez nous mettre un petit bonsoir, un petit smiley, un petit quelque chose pour qu'on sache si vous nous entendez bien. Et ensuite, donc, bah, Alexandra va se présenter. Ce soir, on aura trois axes majeurs. On aura dans un premier temps, alors évidemment, ce temps de présentation d'Alexandra, ça va être très rapide, mais au moins 5-6 minutes pour que vous compreniez qui elle est et pourquoi est-ce qu'elle est finalement la bonne personne ce soir pour nous parler de cette thématique. Elle nous parlera ensuite des origines des mémoires, de l'origine des mémoires transgénérationnelles, comment elles se transmettent. Et puis ensuite, elle nous partagera quelques pistes pour identifier les mémoires que nous pouvons porter et puis s'en libérer. Voilà. Alors, je vois, oui, bonsoir. Bonsoir à ceux qui arrivent. Super. Merci à vous d'être avec nous. Du coup, Alexandra, sans transition, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de ce que tu fais, voilà, Mhm. ton activité, et puis ce qui t'a amené finalement à faire cette activité aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Alexandra Decoq. Je suis dans la région de Lille pour le moment, parce que j'espère un jour partir à la campagne dans le sud-ouest, mais bon, ça viendra en son temps. Ce qui m'a amené à faire mon travail de thérapeute en accompagnement au changement par la libération des mémoires cellulaires et transgénérationnelles pour retrouver de la cohérence dans sa vie, pour se retrouver soi, mieux se connaître. Et quand on se connaît mieux, on peut mieux vivre avec son environnement, qu'il soit professionnel, familial, relationnel, social, etc., etc. Ce qui m'a amené à ça, c'est un deuil il y a 6 ans. J'ai perdu ma maman et là, tous mes repères se sont effacés et je me suis écroulée. J'avais un lien très fusionnel avec ma mère et du jour au lendemain, j'avais plus ma béquille, mon secours, mon ami, enfin voilà. Et j'ai consulté un thérapeute pour m'accompagner dans cette phase de deuil. Et j'ai consulté un sophroanalyste et j'ai découvert ce qu'était la sophroanalyse et ça a été une révélation pour moi puisque parallèlement à ça, je me posais déjà des questions sur mon avenir professionnel, ne trouvant plus de sens à ce que je faisais. J'étais commerciale dans le transport routier et je me retrouvais à remplir des tableaux, à faire des reportings et ça n'avait plus de sens et aucune valeur pour moi d'aller essayer d'arracher des contrats vaille que vaille et de ne plus comprendre ce que je faisais. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller te former. Donc, je suis allée me former à Paris pendant 1 an. La sophroanalyse, principalement, c'est la libération des mémoires cellulaires de la vie intra-utérine, de la naissance et de toutes les mémoires qu'on draine depuis notre naissance, donc dans notre enfance et jusqu'à notre vie d'aujourd'hui. Et c'est ouverte la porte de la généalogie et du transgénérationnel. J'ai découvert que ça suffisait pas de libérer les mémoires cellulaires, qu'il fallait aussi aller regarder dans l'histoire familiale. Et là, c'est vraiment, je dirais, une passion qui s'est révélée parce que c'est vraiment hyper passionnant comme thème. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on porte à notre insu. Et quand j'ai été
décortiqué mon histoire de famille, eh ben, j'ai trouvé plein de libération pour moi-même, plein de liens et des fidélités, des loyautés inconscientes que je portais. Et puis, j'ai découvert aussi plein de secrets, plein d'histoires, des choses que je savais mais que je n'avais pas conscientisées. Et ça a été voilà, le début de cette aventure. Et aujourd'hui, j'accompagne, que ce soit en collectif ou en individuel, les personnes à se libérer de tout ça. Et en formation aussi, puisque je forme en constellation systémique aussi. Ok, Voilà. super, super, super. Merci beaucoup. En tout cas, un parcours riche et inspirant. Je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes qui vont suivre cette émission d'aujourd'hui. Merci, merci encore en tout cas d'être avec nous, Alexandra. Du coup, si c'est OK pour toi, je pense qu'on va pouvoir démarrer dans le vif du sujet avec finalement la première thématique, finalement. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces mémoires transgénérationnelles et quelle en est l'origine. Eh bien, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que il se transmet un capital génétique entre vos parents et vous, et qui vous font avoir des particularités physiques. Et de là, pourquoi ce qui pourrait passer dans le physique, eh bien, les événements et les traumatismes en seraient exclus. Donc, c'est parti d'études là-dessus qui constataient qu'effectivement, ce qu'on peut appeler des fantômes, alors les fantômes en transgénérationnel, c'est pas une personne vivante, c'est le traumatisme qu'a vécu un ancêtre et qui se transmet dans l'arbre généalogique. Donc, c'est une énergie, c'est pas une personne en particulier. C'est l'énergie qu'elle n'a pas pu évacuer de par une émotion ou de par un traumatisme ou un événement quelconque qui est resté cristallisé dans l'arbre et qui va être transmis aux descendants. Alors, je te coupe juste un instant, du coup, Oui. pour nos auditeurs. Donc, ce que tu veux dire, c'est que si j'ai un arrière-grand-père, pardon, une arrière-grand-mère ou quelqu'un de ma famille qui a vécu quelque chose de douloureux, de difficile, un traumatisme quelconque, moi, en tant que descendant, je vais porter quelque part en moi les traces de ce traumatisme. C'est bien ça? Voilà. Alors oui, Ok. à partir du moment où ce qui est considéré comme être un traumatisme, c'est une émotion qui a engendré, qui aurait dû engendrer un comportement psychique, mais qui n'a pas été permis de s'exprimer parce que la psyché, elle est là pour nous faire perpétrer la race humaine. Et dans ce cycle de je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, perpétuation, perpétuité, va focaliser sur ce qui est vital. Donc, tout ce qui est annexe et tout ce qui peut être trop fort à l'organisme, c'est-à-dire une émotion trop intense quand il nous arrive quelque chose, nous ferait sauter les plombs comme un tableau électrique. Et pour nous éviter ce pétage de plomb qui ferait que notre énergie vitale en serait amoindrie et même quasiment à l'arrêt, nous fait passer ça aux oubliettes. Voilà l'explication d'un traumatisme. Et du coup, comme c'est gardé, comme c'est pas exprimé, c'est cristallisé dans le corps et va être transmis justement par la suite à tous nos descendants. Voilà. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi que nous avons en nous toute la mémoire de l'humanité. Et cette mémoire de l'humanité, elle se représente par ce que je vous ai expliqué, cet instinct de survie qui a été hérité des hommes préhistoriques. Et ces instincts conditionnent nos comportements pour assurer notre descendance. Donc, nous sommes parasités par nos ancêtres parce que les expériences qui ne sont pas suffisamment intégrées vont nous suivre.
Donc, on règle en quelque sorte les dettes et les histoires non réglées. Tout acte néfaste doit être payé. Il y a un rapport d'équilibre. Si à un moment donné, par exemple, un de vos ancêtres a fait des malversations, a volé ou a fait des magouilles et qu'il n'en a pas été inquiété, il va se faire une espèce de recherche d'équilibre de l'arbre Ah, généalogique. alors, tu veux dire qu'on pourrait payer les Et oui, dettes finalement de nos ascendants? complètement. Ok. Complètement. C'est-à-dire que ça va se traduire sous la forme que soit le descendant, eh bien, pour réparer, va se retrouver à faire un métier dans le cadre de la loi, donc être avocat, défendre, ou alors il va se retrouver à être traduit en justice, par exemple, pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Il est peut-être innocent, mais il va être inquiété ou on va lui demander de rendre des comptes pour des choses qui ne Alors le attends, concernent pas. parce que moi ça m'inquiète. Eh oui, Enfin, je pense que et alors, non, parce que j'imagine que dans nos ascendants, bah oui, évidemment, peut-être que certains ont volé. Alors, je sais rien, dans ma famille, je ne sais pas, je pense pas, mais j'imagine, hein, vu on existe depuis enfin voilà, des milliers d'années, voilà, peut-être qu'à certains niveaux, effectivement, certains ont causé des méfaits, des difficultés à d'autres personnes. Euh, et donc finalement, j'ai comme l'impression que tout le monde, chacun d'entre nous, finalement, aurait des ascendants qui auraient pu faire des et oui, choses répréhensibles ou des choses. Et donc, quelque des, part, chacun d'entre nous paierait plus ou moins les conséquences de ces choses qu'on n'a pas bien commises nous-mêmes. sûr, bien sûr, on porte tous effectivement ces fameux fantômes psychiques. Alors, il y a un petit bémol que je vais mettre là-dessus, c'est-à-dire que ce qui est considéré aujourd'hui comme des malversations ou comme des actes répréhensibles, à certaines époques, ne l'était pas. Quand le Mmh. droit de cuissage était autorisé, ça n'était pas traduit en justice. Donc, ça n'était Oui. pas quelque chose d'interdit. Hein, on est bien d'accord. Donc, quand c'était fait à cette époque-là, ça n'était pas fait comme étant quelque chose de répréhensible. Alors, on a une Mais, question. ouais, vas-y. Ouais, juste une personne qui nous demande du coup si en payant pour nos ancêtres, nous libérons notre descendance. Oui, là, c'est d'où l'intérêt de travailler sur le transgénérationnel, c'est qu'on travaille pour soi, on travaille pour nos ancêtres, mais surtout et avant tout, on travaille aussi pour les futures générations. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va libérer ici, aujourd'hui et maintenant va être bénéfique pour tous les futurs descendants parce qu'ils vont plus porter ces patates chaudes. Moi, je les appelle des patates chaudes. Effectivement, on évitera de leur répercuter puisqu'on aura fait ce travail et pour nous. Alors, avant tout, on le fait pour nous, pour être mieux. Et si on a des enfants, eh bien, tant mieux pour eux parce que ça va leur être d'un grand secours. Ok, Mais oui, parce néanmoins, que bon, bah, vous travaillerez sur votre arbre, vous en tant que personne, mais comme on fait des enfants à deux, ouais. il faut aussi que votre conjoint travaille dessus. Ok, d'accord. Alors ça veut dire que finalement on a une, une grosse responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes évidemment, mais aussi vis-à-vis de notre descendance, de nos enfants finalement. Parce que Alors, si on ne oui, travaille pas là-dessus, bah, potentiellement ils vont prendre la patate chaude à leur tour. alors oui, si vous en avez conscience et si le sujet vous appelle, maintenant il y a plein de personnes pour qui c'est fantasque hein, ce que je raconte. Surtout que d'autant plus que ça n'est pas prouvé, ça n'est pas prouvé scientifiquement. On n'a pas pu prouver ces transferts de dettes.
familial. C'est juste des études qui ont été faites et depuis le milieu du XXe siècle, on travaille sur le transgénérationnel. Maintenant, on peut pas évidemment prouver, mais on a tellement identifié. Il y a plein de bouquins sur le sujet qui ont identifié des liens avec les arbres, avec les métiers, les dates, les prénoms, enfin, etc., etc., qui ont montré qu'à partir du moment où on faisait un acte symbolique pour réhabiliter et rétablir l'arbre, il y avait une libération automatique. Voilà. Mais effectivement, on va pas avoir de preuves tangibles. On va Ok, avoir des soupçons, on va avoir des sentiments profonds, des intuitions hyper qui vont activer notre acuité, mais on aura de preuves. Parce que d'accord. on va pas forcément connaître tout. Alors, si on remonte à quelques générations, on peut toujours avoir des histoires qui se sont transmises. Mais si on remonte à cette génération, ben, on connaît plus trop l'histoire, sauf si c'est quelqu'un de public qui a écrit sa biographie. Mais on va pas toujours savoir les tenants et les aboutissants de la vie de nos ancêtres. Ok. On a une question dans le chat. Donc, on nous demande si finalement un handicap, une maladie, pourrait aussi être lié à une mémoire transgénérationnelle. Est-ce que ça fait partie des choses possibles? Oui, les maladies se transmettent. Euh, et effectivement, là où, par exemple, je vais prendre un exemple parce que tout à l'heure, justement, j'ai étudié un arbre généalogique qui est remonté à cette génération, d'un exemple que je trouvais sur Internet, d'une famille dans laquelle, ben, en 1794, il y avait un procureur qui a été donc procureur sous la période de la terreur et qui a envoyé énormément de gens à la guillotine. D'accord. Et on regardait son arbre et on y retrouvait des pathologies de cou, au cou. Énormément de pathologies au cou. Alors Hmm. voilà, ça c'est un exemple. Souvent, on peut retrouver un bébé qui naît avec le cordon ombilical autour du cou. Il se peut qu'il y ait des mémoires de pendus D'accord. dans la famille. Ce genre de choses, ou des problèmes aux jambes, il peut y avoir des pieds beaux, parce qu'aujourd'hui, ça se soigne, un pied beau, mais à l'époque, c'était un handicap, enfin, il y a quelques décennies, enfin, quelques siècles, c'était un Ouais, handicap profond. ouais, Donc, ça complètement. peut se retrouver, si la personne le vivait mal et si elle a été ridiculisée et on a porté atteinte à son intégrité, elle a mal vécu sa vie et ça s'est reporté sur ses descendants. Ok, alors on a plusieurs réactions dans le chat. Je remercie ceux qui interagissent avec nous. Merci d'être là. On a Michel qui nous fait une référence à la Bible, qui nous dit dans la Bible, on dit que les enfants paieront pour les crimes de leurs parents. Est-ce que ça peut être en lien finalement avec Oui, ça? alors là, le transgénérationnel sous sa forme actuelle, je l'ai dit, existe depuis le milieu du XXe siècle, mais c'est pas nouveau. Effectivement, la Bible fait déjà mention de la généalogie, du transgénérationnel. Et déjà à l'époque, on avait pris conscience que ce qui était fautif dans nos parents, et ben les enfants allaient payer à un moment donné. Et d'ailleurs, Hmm. ce qui se dit, il y a une phrase que Joy Manet a dit, c'est les actions généreuses et altruistes de nos parents et de nos aïeux nous sont salutaires, Ah, tandis j'allais que poser la leurs question. mauvaises actions altèrent le champ énergétique familial. Et ça touche tout le monde. Ok, j'allais poser la question parce que, ok, donc si on a des ascendants qui ont fait de belles choses, on en perçoit aussi les bienfaits, du coup. Bien sûr, parce qu'ils Ok. nous transmettent des valeurs, des dons. Il y a Ouais. des familles, ben, la famille par exemple Mozart, ben, son père était déjà musicien, sa sœur était musicienne, lui il était musicien. Et si on regarde, certainement qu'il y a eu beaucoup de musiciens. Il y a comme ça des familles dans lesquelles les dons se transmettent. Il n'y a pas que du négatif. Hein. Alors il y a du négatif dans certaines familles. Vous prenez la saga des Kennedy, et ben là.
vous allez regarder dans l'arbre, c'est costaud hein, chez eux. Il y a du lourd de chez lourd. Et il y en a beaucoup qui ont payé et qui payent encore à l'heure actuelle. Et, par exemple aussi, on peut constater que la schizophrénie peut venir aussi de mémoire transgénérationnelle. Ce sont les schizophrènes, on les appelle les paratonnerres. Ça veut dire qu'ils ont trop pris sur eux, beaucoup trop de mémoire de l'arbre. Et du coup, ils n'ont plus le sens de la réalité. Leur discours qui va sembler incohérent est totalement cohérent, mais il est décalé dans le temps. Ils vont parler d'une autre époque alors qu'on n'est pas dans d'une autre histoire. Et donc, on les prend pour des fous. Mais en vérité, leur discours, il est construit, mais il est décalé dans le temps. Voilà. Ok. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, donc je te les partage, en tout cas des commentaires. On a Mickaël qui nous dit, quoi qu'il en soit, je pense que c'est important de savoir de quel arbre nous descendons. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on s'en préoccupe. Enfin, voilà, on connaît souvent nos grands-parents, évidemment, nos arrière-grands-parents à la limite. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon arrière-grand-mère à 100 et quelques années. Mais au-delà, c'est vrai que bien souvent, on ne sait pas qui sont nos aïeux. Donc ça peut être précieux d'aller regarder, finalement. Voilà. On a la chance aujourd'hui, grâce à Internet, de pouvoir retrouver facilement. Ça n'est pas si fastidieux que ça d'aller retrouver les informations, puisqu'il y a beaucoup de sites de psychogénéalogie qui recoupent toutes les informations dont les internautes ont rentré les détails de la vie de famille, et on peut retrouver assez facilement maintenant, notamment le site des Mormons, hein, puisque c'est les plus connus, qui eux ont enregistré toute l'histoire de l'humanité depuis qu'ils ont pu l'enregistrer, et de toutes les familles. Il y a, je crois, ils ont en stock 2 milliards de documents qui sont enterrés en Utah comme dans un bunker, et qui sont préservés de toute attaque nucléaire ou de tout événement climatique, pour que justement on puisse continuer à perpétrer cette histoire de l'humanité, parce que c'est très important finalement. Ok, je comprends bien. Alors, on avait autre chose, un commentaire. Donc, je m'interroge pour mon fils qui est né avec une double circulaire. Donc, du coup, le cordon autour du cou. Donc voilà, comme tu le disais tout à l'heure, hein, ça peut être lié à certains types de mémoire. En tout cas, c'est ce que ton approche nous dit. J'ai parlé, ça c'était un exemple, hein, parce que c'est pas, les cas ne sont pas automatiques. Hein. L'histoire du cordon, ça parle toujours d'un pendu, dans tous les cas, de toute façon. Mais ça peut parler d'un pendu dans la famille, mais ça peut parler aussi d'un pendu dans une vie antérieure. C'est-à-dire que ce petit garçon, peut-être que dans une vie antérieure, il a été pendu ou il a fait pendre. Voilà. Ok, bon, en tout cas, c'est. Et là, on aborde un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Il ne faut pas prendre tout au premier degré non plus. Il faut peut-être creuser un petit peu avant de faire des tentatives. Évidemment. En tout cas, tu nous fais voyager avec ce que tu nous partages aujourd'hui, et tu ouvres en tout cas le champ des possibles. Et évidemment, après, chacun voilà, peut faire ses recherches, peut s'informer. Voilà, on ne prétend pas détenir une vérité absolue ici. Là, on ne fait que couvrir le champ des possibles. Sur cette question de l'origine des mémoires transgénérationnelles, est-ce que tu voulais nous partager d'autres choses ? Non, je pense que j'ai fait le tour du sujet sur l'origine. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose qui est très important dans ce qu'on appelle l'accompagnement systémique, et notamment dans le transgénérationnel. C'est qu'il y a 3 grands principes qui permettent d'équilibrer un être humain et un système. Alors, le premier principe, c'est le droit d'appartenance. Tout être humain appartient à un système. Donc, il appartient à un système familial. Il ne peut en aucun cas en être exclu.
S'il l'est pour une raison ou pour une autre, il va se créer un déséquilibre qui va faire à l'arbre une recherche d'équilibre à un moment donné. Donc, par exemple, si dans une famille, on veut oublier quelqu'un parce que tonton Henri, il a fait de la tôle, et c'était pas un être recommandable, il n'y a plus personne qui en parle, il n'existe plus pour nous, c'est pas juste. Parce qu'en fait, il existe finalement cet homme. Il est passé, il est né, il a vécu dans cette famille pendant un moment, et on ne peut pas l'en effacer par le simple fait de vouloir ne plus avoir de relation avec lui. Parfois, il y a des oubliés, pas intentionnellement, mais je pense à la tombe du soldat inconnu. Eh ben, il est inconnu. Par exemple, un aïeux qui a été, dont on n'a pas retrouvé le corps pendant la guerre et dont la femme va vouloir, parce qu'elle souffre de la perte de son mari, essayer d'oublier. À un moment donné, on va oublier sa mémoire. Et l'arbre, il va se faire rappeler à un moment donné qu'on a oublié quelqu'un. Donc, le premier principe, c'est le droit d'appartenance. Le deuxième principe, c'est la place et le rang. On a tous une place et un rang dans notre fratrie. Et parfois, on pense ne pas avoir, on pense avoir une place qui n'est pas la bonne. Je m'explique. Si votre maman a fait une fausse couche, un IVG ou a perdu un enfant mort-né ou un enfant en bas âge et qu'elle ne vous en a jamais parlé, soit parce que c'est trop difficile pour elle d'évoquer le sujet, soit par honte, soit parce qu'elle se dit que ça ne vous intéresse pas de savoir qu'elle a fait une fausse couche avant vous, eh bien, vous croyez être l'aîné, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ce qui change complètement l'énergie de votre être, puisque vous n'êtes pas à la bonne place et au bon rang. Et moi, je vois beaucoup de personnes arriver en cabinet, me voir en disant, mais j'ai l'impression dans la vie de jamais être à ma place. Eh bien, ça va tout simplement, on va régler le problème en très peu de temps, une fois qu'on aura identifié qu'effectivement, avant elle, il y a peut-être eu un autre enfant qui est passé rapidement ou moins rapidement. Donc ça, c'est hyper important aussi. Le troisième principe, c'est le principe du donner-recevoir. Dans la nature, tout est en équilibre. Eh bien, c'est pareil pour le système humain. Il faut toujours que tout soit équilibré. Vous ne travaillez pas gratuitement, il y a toujours une rétribution pour votre travail. Eh bien, pour tout acte, il doit y avoir un acte de rétribution, alors qui n'est pas toujours monétaire, heureusement, mais il faut toujours qu'il y ait un donner-recevoir. Il faut vraiment toujours que tout soit équilibré. La seule exclusion à ce principe, c'est vos parents qui vous ont donné la vie. Vous ne pouvez pas leur rendre votre vie. Vous n'allez pas vous tuer pour leur rendre ce qu'ils vous ont donné. Parce que là, ça a été un choix, un contrat de leur part, si je puis dire, un contrat d'âme, qu'ils ont accepté de transmettre la vie pour perpétuer l'espèce. Et c'est le seul cas où vous n'avez pas à vous sentir redevable de vos parents. Dans les faits, c'est beaucoup plus difficile, puisque très souvent, quand les parents vieillissent, on se sent redevable de les accompagner ou de les aider quand ils n'ont plus leur autonomie. Mais ça doit être une aide qui n'est pas de l'esclavagisme ou un sentiment de ne plus vous sentir libre et de devoir répondre à ces injonctions familiales. Il y a des personnels de santé qui sont là pour ça, pour accompagner. Vous êtes là en tant qu'enfant pour continuer à être là à leur côté, à les aider, à montrer que vous êtes là, que vous les aimez, que vous leur apportez de l'amour, mais vous n'êtes ni infirmière, ni infirmier, ni médecin, ni je ne sais pas quoi d'autre. Voilà.
Donc ça, c'est les 3 grands principes qui doivent régir un système pour qu'il fonctionne correctement. Très bien. Alors, Donc déjà, avec ces 3 grands principes, si on identifie quelque chose qui ne va pas avec ces 3 grands principes, on dégrossit déjà pas mal de choses. Ok, alors on a quelques questions. Merci beaucoup, Alexandra. Oui. Alors, on a quelqu'un en commentaire qui nous dit, et si on est orphelin de père, finalement, est-ce que ça a un impact? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? Genre, orphelin de père ou de mère, Alors, hein, mais en tout cas orphelin. évidemment, ça a une signification, la raison pour laquelle la mère a effacé l'homme ou l'homme s'est effacé lui-même. Néanmoins, aujourd'hui, il est plus facile de rechercher son histoire. On peut retrouver maintenant les dossiers, les dossiers s'ouvrent. Maintenant, si le père n'a jamais déclaré ou qu'il est introuvable, eh bien, il y a peut-être d'autres pistes à aller chercher en énergétique ou en sensation. Voilà, on aura d'autres pistes que celles qui sont factuelles dans les actes de naissance ou dans les reconnaissances d'enfants. Il y a toujours moyen de trouver des petites pistes. Ça va être un petit peu plus complexe, mais ça parlera de l'histoire de la personne. Quelle est la raison pour laquelle elle est née dans ce contexte-là? Ok, super. En tout cas, c'est passionnant, hein. On en reparlera sans doute ensemble à d'autres occasions, mais c'est passionnant. Ça donne vraiment envie de creuser, d'en savoir plus, et c'est vraiment top. Euh, du coup, alors on parlait donc des origines, donc c'est plutôt clair. Comment ça se transmet? Du coup, tu nous en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire autour de la transmission de ces mémoires? Alors, oui, je peux vous dire que la plupart du temps, la mémoire saute une génération. C'est pas du Ah, direct. Ouais. c'est C'est drôle pas, ça. c'est Ça assez me fait rarement penser. direct. D'accord, ça me fait penser, tu sais, on dit souvent que les jumeaux, ça saute aussi une génération, tu sais, ça fait partie des choses Ouais, alors qu'on entend ça, souvent, moi, non? j'y adhère pas trop. T'es pas sûr? J'y Bon, crois pas je n'en sais trop. rien. En tout cas, on entend ça dans ce domaine-là. Ouais, ça, c'est une croyance populaire, ça. Mais les cas de gémellité, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Et il y en a beaucoup plus qui passent à l'as. Parce que la maman souvent perd dans les 3 premières semaines de gestation à des pertes et ne voit pas ça comme une perte, mais très souvent, quand on remonte, moi, en travail d'accompagnement, je retrouve des jumeaux perdus et c'est souvent dans les 3 premières semaines de grossesse. Donc, ça, D'accord. pour moi, ça ne saute pas une génération. Mais en tout cas, la mémoire, elle saute une génération. Donc, très souvent, on est lié, nous, à nos grands-parents. Ok. Et ce qu'on appelle dans notre jargon thérapeutique une intrication. Ça veut dire que parfois, il peut arriver qu'on ne voit pas la vie à travers ses propres yeux, mais qu'on les voit à travers les yeux de notre ancêtre. Et qu'on ne peut pas être libre de vivre sa propre vie, puisqu'on ne regarde pas le monde avec des yeux neufs, avec nos lunettes, mais celles de nos ancêtres. Voilà. Donc, comment ça se transmet aussi? On peut regarder nos métiers. Qu'est-ce que dans nos métiers, on vient réparer dans l'histoire familiale? Voilà, si vous travaillez, encore une fois, je répète, dans le domaine de la justice, il y a fort à parier que vous avez des ancêtres qui ont eu maille à partie avec la justice ou qui n'ont pas été inquiétés là où ils auraient dû l'être. Ouais, intéressant, ça évoque quelque chose, Alexandra, je te coupe juste un instant, parce que Oui, finalement, ça m'interroge concernant notre libre arbitre, finalement. On a et oui, l'impression bien souvent de prendre des décisions voilà, en connaissance de cause, en suivant nos goûts, alors pour ceux qui en ont la chance, en tout cas nos affinités.
Mais finalement, ce que tu nous expliques là, c'est qu'il y aurait une grande partie de nos affinités et de ce qui nous attire dans notre présent, qui est lié finalement à des mémoires Ah, d'ascendant. mais oui, mais complètement. On n'a pas du tout de libre arbitre. Je vais casser votre mythe, là. Il n'y en a Ah, ça, aucun. alors, attends, Non. ça, je le note, on va en reparler un petit peu après, parce que c'est très violent, ça. C'est-à-dire Ouais, que ce que tu nous dis là, c'est que finalement, tous nos choix, toutes nos orientations de vie seraient finalement conditionnées par autre chose que nous-mêmes, finalement. Hein. ouais. Si je comprends bien Vous ce que tu allez, vous regardez, par exemple, dans les dates, il se peut que dans le choix de votre compagnon, vous choisissiez un compagnon qui a, par exemple, soit la même date à quelques jours près, hein, on est toujours en décalage de plus ou moins une semaine, hein, puisqu'on ne sait pas dater les moments de conception exactement. Et donc, vous allez regarder dans les dates si vous voulez y retrouver une partie de votre père ou de votre mère. Alors, si c'est pas dans la date de naissance, ça peut être dans la date de conception. Vous remontez dis. 9 mois avant, il y a plein de choses que vous allez retrouver dans les dates. Ou alors, un enfant qui vient remplacer un autre enfant mort dans la généalogie. Donc, c'est peut-être dans la même fratrie, mais très souvent, ça remonte de génération. C'est-à-dire que ben, il a été oublié cet enfant qui est passé à l'as, et à un moment donné, ben, il y a un descendant qui va, dont la date va réémerger dans l'arbre. Et là, bah, tant qu'on n'aura pas regardé, bah oui, et on n'a pas ce libre arbitre parce qu'on est parasité à son insu par toute cette histoire. Alors, vous imaginez bien que on a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Plus vous remontez, plus vous portez sur vos épaules beaucoup de monde. Alors là où je vous rassure, c'est que on récupère pas toutes les mémoires. En fonction de notre mission de vie et de ce qu'on est venu expérimenter, on va récupérer certaines mémoires qui vont plus résonner dans notre histoire. On ne va pas se récupérer la totalité parce que sinon, là, vous allez me dire, c'est bon, j'arrête, je rends l'éponge parce que c'est trop. Non, heureusement, vous ne récupérez pas tout. Vous allez, ça va être en fonction de ce que vous avez à travailler dans votre vie. Ok, alors Voilà. on a quelques commentaires. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair ce que tu nous partages là et c'est encore une fois passionnant comme thématique. On a quelques commentaires. Hein, donc, merci à ceux qui sont hyper actifs. Là, c'est super. Je vois que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup. Alors, on a une personne qui nous dit, on m'a dit que ma relation à l'argent était due à un ancêtre. Voilà. Et cela voudrait dire que c'est la création des grands-parents. Donc, potentiellement, hein, finalement, dans ce que tu nous as expliqué, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. Grands-parents, à partir des grands-parents et au-delà. Faut aller regarder dans l'histoire familiale s'il n'y a pas eu des histoires de faillite ou s'il n'y a pas de l'argent qui a été détourné ou s'il y a quelqu'un qui s'est pas retrouvé sur la paille parce qu'il a mis son argent à mauvais escient quelque part. Oui, et puis alors là, les problèmes d'argent, oui. De toute façon, les problèmes d'argent, la plupart du temps, c'est du transgénérationnel. Ça, c'est indéniable. Vous regardez, vous scrutez dans l'histoire de famille, et si vous avez encore des grands-parents, allez poser des questions sur ce qui a pu se passer, de ce que eux se souviennent, de ce qu'on leur a raconté petit, des arrière-grands-parents ou des grands-oncles, des grandes-tantes, etc. Ok, super. Alors, merci beaucoup. On a une autre question. Alors, pour faire suite à ce que tu disais tout à l'heure, hein, au niveau de retrouver finalement les parents, pour les recherches, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire en état d'hypnose, par exemple, ou factuellement avec la généalogie, les registres, pour quelqu'un qui cherche un parent? Alors, il y a un site internet, donc le site des Mormons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Family Search. Donc là, D'accord. vous pouvez trouver plein d'informations. Donc, allez chercher par vous-même. Maintenant, donc, les recherches se font seules. Maintenant, décrypter ce que vous trouvez, c'est plus compliqué parce que c'est comme quand on a la tête dans le guidon, parfois,
on ne voit pas ce qui est comme le nez au milieu de la figure. Moi, je vais Ouais. prendre un cas. Ça fait déjà plus de 2 ans que je travaille sur mon arbre et régulièrement, je trouve des nouvelles informations. Pour quelle raison? Parce que il y a des moments où j'étais pas prête à les entendre, à les voir, et c'était pas ça que j'avais à travailler en priorité. Par Ok. exemple, là, le dernier Nouvel An, mon père m'a montré la carte d'identité de mon arrière-grand-père, qui était cette carte d'identité est un Ausweis. Et ce qui est rigolo, parce que donc un Ausweis c'est écrit en allemand, parce qu'il habitait en Flandre et que la Flandre était occupée par les Allemands. Et là où dans ma famille on est tous anti-flamands, j'ai découvert que bizarrement, cet arrière-grand-père que je pensais français était flamand. Alors je me suis dit, bah, tiens, ils sont tous contre les Flamands et finalement, pour quelle raison il a voulu oublier qu'il venait d'ailleurs. Cet arrière-grand-père, il nous l'a caché. Donc c'est Ouais. rigolo, quoi. Et j'ai compris plein de trucs là-dessus. J'ai beaucoup de mémoire de guerre et j'ai compris, moi, dans mon histoire, pourquoi j'étais je suis une guerrière, je suis une lutteuse. Et j'ai compris, maintenant je le suis beaucoup moins, j'ai beaucoup apaisé parce que ça ne m'appartient pas. Et ça appartenait à mes grands-pères qui ont fait la guerre et qui ont d'ailleurs, et mon arrière-grand-père a été décoré en plus pendant la guerre. Donc voilà. Et on le porte Ok. tous, ça, puisqu'on est tous issus de ça finalement. Ok, Voilà. très bien. Donc ça, on va en parler peut-être après. Hein. Tu as prévu de nous donner quelques pistes pour comprendre un petit peu Oui. ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas. Donc on en parlera un petit peu après. J'ai juste une dernière petite remarque de Michel qui nous dit pour ma part, je vois de plus en plus que le fait que je travaille sur les relations amoureuses a totalement à voir avec ma généalogie. Donc, Michel qui est aussi partenaire, hein, car Monique fait partie du réseau des Équateurs, qui est Love Coach. Donc voilà, donc, qui a visiblement étudié aussi sa généalogie, qui se rend compte qu'il y a un lien très clair avec son travail actuel. Et complètement. Moi, je vais parler encore une fois, et donc je vais exemplifier avec mon histoire personnelle. Mes 2 grands-mères ont eu des amours contrariés. Elles ont aimé, donc à cette époque-là, ils n'avaient pas beaucoup d'amoureux, hein, beaucoup moins que maintenant. Donc elles ont eu un premier amoureux et elles n'ont pas pu rester avec. La famille en a décidé autrement, ou le sort, la vie en a décidé autrement. Eh bien, j'ai compris ma difficulté à effectivement à pouvoir vivre l'amour dans ma vie parce que je portais des 2 branches, je Oui. portais cette incapacité à pouvoir vivre un amour entier et plein, l'amour étant toujours une source de difficulté et une lutte et quelque chose de complexe. Déjà, le comprendre, c'est à moitié le libérer. Bon, super, super. En tout cas, c'est vraiment passionnant, Alexandra. Hein. Je vois qu'on a beaucoup de remarques. Alors, on avait une question de Family Search. Est-ce que tu peux nous épeler? Je crois que quelqu'un qui Oui, s'interroge sur comment ça s'écrit. ok. Juste si tu peux Family Search. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour la personne qui demandait. Alors, en plus, c'est Super. intéressant parce que c'est 100% gratuit. Hein. Donc, parce que faites attention aussi, il y a des sites sur lesquels il y a des recherches payantes. Là, D'accord. ça contient, c'est une mine d'or et c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver. Super, super, super. Bah, merci beaucoup pour ton précieux conseil. Écoute, moi je te laisse poursuivre. Je pense qu'on va arriver Voilà. Donc, je vais vous sur la donner quelques pistes de recherche que vous pouvez déjà identifier dans votre famille. Alors, regardez l'histoire. Alors, l'histoire avec un grand H, parce que l'histoire de notre pays, l'histoire de notre culture, se conjugue avec notre petite histoire personnelle et familiale. Donc, tout ce qui a pu se passer dans la grande histoire a forcément un impact, puisque, comme je viens de vous le dire,
si vos grands-parents ont fait la guerre, si ils ont dû quitter leur pays, s'ils ont dû partir en exode. Moi, c'est le cas. Mon grand-père, il a quitté la Pologne et l'autre a quitté la Belgique. Donc, ils se sont expatriés. Donc, ça, c'est porteur de mémoire d'où je viens. Ma grand-mère, je sais qu'elle a dû quitter la ferme pour partir sur les routes en exode avec un baluchon et le strict minimum. Ben ça conditionne un être humain pour la vie. On rigole toujours des anciens qui accumulaient chez eux par peur de manquer. Je peux comprendre parce que quand on doit quitter tout ce qu'on a avec un simple baluchon sur les routes sans savoir si on va manger, pouvoir boire, se vêtir correctement, eh ben, ça conditionne le reste de notre vie. Donc voilà, faites l'amalgame entre la grande histoire et la petite histoire de votre famille. Ensuite, les dates anniversaires. Regardez dans votre arbre votre date de naissance, si elle correspond à des dates de naissance et à des dates de mariage, à des autres dates de naissance. Après, bon, il y a les dates de conception, mais là, c'est rentrer encore plus dans les détails. Mais si vous voulez, si vous avez le temps, calculez vos dates de conception aussi. Ça peut être intéressant. Donc, toutes les dates sont importantes. Si un ancêtre a eu un accident, s'il lui est arrivé quelque chose à une date bien précise, regardez, par exemple, si cette date, elle correspond à la manifestation d'une maladie, de quelque chose qui s'est déclenché dans votre famille, dans votre fratrie ou chez vous-même. Ok. Ensuite, le prénom. Le prénom est hyper important. Les prénoms sont porteurs d'une énergie particulière. Est-ce que dans vos ancêtres, il y en a qui ont changé de prénom ou se faisaient appeler autrement que le prénom qu'on leur a donné au baptême? Il y a des prénoms, voilà, je vais vous en citer quelques-uns qui parlent beaucoup d'eux-mêmes. Si vous vous appelez Claire, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est pas clair du tout dans votre âme. Il y a un gros secret à soulever. Ça, c'est indéniable. René, le prénom René, c'est on renaît, donc on fait renaître un mort. Donc très souvent, c'est qu'il y a eu des enfants morts-nés avant. Sylvie, c'est si il vit. Donc là, il y a une suspicion des parents qui se disent aïe aïe aïe, il y a dans la mémoire de la famille, on n'est pas sûr que les grossesses arrivent à terme. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches à répétition ou pas? Aux dettes, eh bien, il y a des dettes. Oh, quelles dettes y a-t-il dans cette famille? Gérard gère l'art. Donc, il y a certainement des dons artistiques ou alors ça peut être aussi le Gérard. Le G, c'est un oiseau. Donc, ça peut parler aussi d'une rareté, quelque chose qui est assez rare. Donc, la personne peut avoir un don particulier. Voilà, donc ça, c'est des exemples de prénoms. Mais allez décortiquer aussi votre prénom, ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Parle beaucoup en décortiquant la signification de votre prénom. Après, il y a aussi des bouquins là-dessus. Moi, je les utilise quand je reçois les gens en consultation. Vous pouvez aussi regarder les indices sur votre naissance, la manière dont vous êtes arrivé. Est-ce que vous êtes arrivé à terme? Est-ce que vous êtes arrivé par césarienne? Est-ce que vous êtes arrivé par voie naturelle? Est-ce que vous êtes arrivé au siège? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez fait une jaunisse? Est-ce que vous avez pu avoir le premier contact avec votre mère? Toute votre histoire parle de l'histoire familiale. Donc, regardez les moindres détails. Et la naissance est un moment, la naissance et la mort sont deux moments importants. Donc, ce qui va parler de votre naissance va peut-être parler de la manière dont est mort un ancêtre. Voilà. La manière dont vous arrivez, vous, en vie, va peut-être parler de la manière dont est mort un ancêtre. Si ça a été brutal, si ça a été douloureux, si ça a été naturel. Voilà, ça peut parler de plein de choses comme ça. Maintenant, il y a peut-être des moments où il y a des informations que vous allez chercher qui ne vont pas être disponibles tout de suite.
Eh bien, c'est parce qu'elles n'ont pas besoin d'être disponibles tout de suite. On n'a pas toujours besoin de connaître tous les secrets. En tout cas, parfois, on va identifier qu'il y a un secret, mais on n'aura peut-être pas besoin de savoir quel est le secret, les tenants et les aboutissants. Juste savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il y a un secret entre deux personnes, mais on n'a pas besoin de savoir l'histoire du secret, ça leur appartient. Juste prendre conscience que il y a un nœud énergétique qui s'est fait, et ça suffit parfois. Ok, alors moi j'ai une question du coup, Alexandra, si c'est ok pour toi. Finalement, comment se rendre compte, parce qu'on vit tous, hein, nous on a créé, on a initié Carmonie, le réseau des écoles-cœurs, pour accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés, hein, évidemment, mais comment finalement, quels symptômes on va avoir dans notre vie, dans notre quotidien, qui peut nous faire nous dire, il y a peut-être à aller creuser sur le transgénérationnel. Tu vois ce que je Alors, veux dire? ouais, il y a des intuitions, des sensations, qu'il y a quelque chose qui. Et il y a des gens, maintenant, quand je les reçois en cabinet, on découvre le poteau rose, me disent, mais oh, j'ai toujours eu cette sensation. Par exemple, j'ai une amie qui est hypnothérapeute, elle me dit, j'ai toujours eu la sensation que mon père n'est pas mon père. Et quand j'aborde la question avec ma mère, il y a un gros, gros malaise. Donc, il y a fort à parier que elle n'ose pas le dire à sa fille, mais qu'elle n'est pas la fille de son père. Et finalement, on le sent toujours au fond de soi quand il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, un malaise, un sentiment d'inachèvement, d'inabouti, de quelque chose qui. C'est du non-dit, c'est un sentiment qu'il y a quelque chose de caché, ou alors qu'on a consulté pendant des années et qu'on n'a toujours pas mieux. C'est qu'on n'a pas été chercher dans le transgénérationnel. On a travaillé sur la sphère d'aujourd'hui, sur la psychologie, sur notre être, mais comme ça vient pas de notre être, que ça vient d'ailleurs, eh bien c'est là où on ira chercher ailleurs. On ira Ok. creuser dans les méandres de l'histoire. Ok, alors j'ai une autre question et les émotions. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous parce qu'elles rencontrent des problématiques au niveau émotionnel, des blessures émotionnelles, une charge émotionnelle, etc. Est-ce que ces problématiques émotionnelles peuvent venir aussi du transgénérationnel? Bien sûr, là où un ancêtre n'a pas eu la possibilité de vivre ses émotions, notamment par rapport à un traumatisme, en fait, tout ce qu'on garde, nous, si je devais conclure en quelque chose, ce sont des fidélités et des loyautés inconscientes que l'on porte. On reproduit un schéma parce qu'il vaut mieux faire partie d'un clan que d'en être exclu. Et même si faire partie d'un clan, c'est souffrant, il vaut mieux faire partie de quelque chose que de ne pas faire partie de quelque chose. Donc, inconsciemment, on reproduit pour pouvoir s'identifier au clan. C'est hyper important, mais c'est totalement inconscient, on ne s'en rend pas compte. Mais notre recherche, c'est une recherche de reconnaissance, c'est une recherche d'intégration. Un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est le besoin de reconnaissance et donc d'être reconnu dans une famille. Et donc, on va par mimétisme tout faire pour ressembler aux ancêtres. Donc, si une grand-mère, par exemple, a vécu, je ne sais pas, un viol ou quelque chose et qu'elle n'a pas pu en parler à l'époque et qu'elle a gardé une haine des hommes, eh bien, vous allez vous retrouver. Alors, plus la mémoire est lointaine, plus elle est diluée dans le temps, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver avec une sensation de je suis jamais très à l'aise face aux hommes, par exemple. J'ose jamais trop exprimer. Voilà. Et puis les sensations, les émotions vont en découler, ça c'est certain. Ok, super, merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a Ouais. autre chose que tu voulais nous partager avant qu'on évoque un petit peu les services, les accompagnements que tu proposes? Parce que moi, je suis Alors, ravi que tu... Ouais. j'aurais encore des milliers de choses à vous dire, mais après, c'est rentré beaucoup dans les détails. J'ai dressé j'ai posé les grandes lignes, j'ai Oui. dressé le constat général. Maintenant, voilà, effectivement, si vous voulez en savoir plus,
eh bien moi j'accompagne là-dedans par différentes méthodes. J'ai un Ouais. programme qui s'appelle Au cœur de l'être, qui est en 10 étapes, où là on va aller vraiment travailler sur toutes vos sphères d'être humain. Donc, toutes vos mémoires, qu'elles soient cellulaires, donc qu'elles vous concernent vous directement, mais qu'elles soient aussi transgénérationnelles, pour vous retrouver, pour retrouver qui vous êtes. Et quand on a une meilleure compréhension de soi, on vit mieux avec notre environnement familial, professionnel, relationnel, etc., etc. Ça, c'est vraiment 10 étapes. Sinon, je fais des constellations systémiques en collectif ou en individuel aussi, en distance ou en présentiel. Ça, c'est possible, effectivement. Et pour ceux qui sont intéressés, je forme aussi à cet outil de constellation systémique et je prépare une formation en psychogénéalogie et en transgénérationnel pour le mois de septembre. Je vais sortir ça au mois de septembre. Donc, si vous voulez être patient et vous voulez Super. former à ce puissant outil, il faudra patienter encore un petit peu. Voilà. Bon, bah super. En tout cas, on te retrouve, hein. Aujourd'hui, tu es donc membre Carmony, membre du réseau des écoacteurs. Donc, vous pouvez retrouver Alexandra sur ecoacteur.com. Notre site a un petit peu évolué. Donc, voilà, vous verrez, elle est sur la première page du site ces prochains jours. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu qui est Alexandra. N'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, là, en allant sur ecoacteur.com, vous allez voir, vous avez un petit bouton contacter, vous mettez votre message. Alexandra le reçoit et elle pourra vous répondre. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Moi, en tout cas, je te dis encore un grand merci. J'aurais des centaines de questions, mais on s'est dit 1 heure, donc on va essayer de respecter le délai. Voilà, peut-être juste une chose. Est-ce que finalement, quand même pour nous quitter sur quelque chose de très positif, est-ce qu'il est possible de se libérer de toutes les mémoires transgénérationnelles ou est-ce qu'il y en a certaines dont on ne peut pas se libérer? Non, il est possible de se libérer de toutes, mais ça ne va pas se faire d'un seul coup, d'un seul. Il va y avoir une graduation puisque ça ira étape par étape. Mais effectivement, et puis, alors, oui et non, je vais dire en même temps, parce qu'il y a parfois pas nécessité d'aller se libérer de certaines choses parce qu'elles ne nous concernent pas finalement, et qu'on Ouais. les porte. Il y a des mémoires positives, hein, il n'y a pas besoin de s'en libérer, hein, surtout gardez vos dons, gardez vos qualités, gardez votre tout ce que vous avez. Par exemple, moi je sais que mon autre passion c'est la cuisine, j'ai hérité ça de ma grand-mère, ça j'ai pas envie de m'en libérer, je le garde pour le plus grand bonheur de ma famille et de mes amis. Donc oui, il y a plein de belles choses qu'on a récupérées, il n'y a pas que du négatif, hein. Il y a énormément de super trucs, super comportements et attitudes qui viennent de nos ancêtres et qui nous servent tous les jours de notre vie sans qu'on en soit conscient. Donc, Ok, bon, je viendrai là-dessus. très bien. En tout cas, Alexandra, un grand merci. Donc voilà, en tout cas, moi, je serais ravi qu'on fasse une autre conférence de ce type-là très prochainement. Merci beaucoup. Si. Merci à celles et ceux qui étaient avec nous et à ceux qui sont en train de regarder à un autre moment que le direct. Encore une fois, si vous avez des questions, des interrogations, voilà, ecoacteur.com, vous allez pouvoir échanger avec Alexandra, lui poser vos questions et peut-être être accompagné par elle si vous en avez l'envie et le besoin. Alexandra, à très bientôt. Très bonne fin de journée à toi. Il y a mon chat qui vient. Merci à vous tous pour vos questions très, très riches et pertinentes. Et puis, pour votre suivi actif. Et puis, je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravie d'y répondre. Super, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, Alexandra. À bientôt. Au revoir. À bientôt.